Bien, Monsieur le Ministre, vous le voyez bien, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre Commission des Affaires européennes pour cette première audition depuis que vous êtes entré au gouvernement. Bien entendu, vous êtes notre interlocuteur privilégié et nous aurons l'occasion souvent de nous réunir avec vous pour traiter des questions européennes et nous sommes à un moment important puisque les décisions du Conseil européen du 17 et 18 octobre seront capitales. Donc encore un très très grand merci et je voulais vous dire à nouveau combien nous sommes heureux de vous entendre. Alors, en matière économique et financière, moi je suis convaincu que l'Union est à la croisée des chemins. Des pas importants ont été faits, notamment grâce aux impulsions de la France, du président de la République. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que l'intégration économique, budgétaire et fiscale plus poussée encore semble nécessaire. Donc je voulais vous demander quels sont en introduction, et après il y aura le jeu des questions et réponses, quelles sont les perspectives de renforcement du gouvernement économique et de son pilotage, puisqu'il y a une ambiguïté, puisque la proposition franco-allemande propose de le donner au président du Conseil européen et que le président de la Commission européenne semble avoir fait des propositions un peu différentes. Le renforcement du FESF, est-ce qu'on peut espérer une augmentation de sa puissance de frappe, une démultiplication du FESF qui est assez... Ce sont des idées qui sont assez en vogue de ce côté et de l'autre côté du Rhin. Quel calendrier pour la proposition de taxes sur les transactions financières et pour la proposition de directives relatives à l'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés? Et je voulais, pour terminer, vous dire qu'on vient d'émettre un avis défavorable sur le plan de la subsidiarité à la procédure de réintroduction des contrôles temporaires aux frontières proposée par la Commission, puisque la Commission se donne le droit de juger elle-même de la nécessité de ces contrôles temporaires aux frontières, ce que ni nous, ni les Allemands, ni les Espagnols n'approuve, et on vient de donner un avis défavorable que je viens de transmettre à mon collègue allemand, et je voulais vous dire que est-ce que vous savez quel est l'état de ce débat au sein de l'Union? Voilà quelques questions pour introduire le débat et je vous passe volontiers la parole. Bien, merci Monsieur le Président. Ce n'est pas sans plaisir que je retrouve les collègues que j'ai longtemps côtoyés à l'Assemblée nationale et ça va permettre un débat encore plus ouvert et plus sincère que si nous nous étions rencontrés pour la première fois. Tout à l'heure, on a fait un repas avec des journalistes parlementaires. Et on s'est posé la question si on était off ou on. Ici, on est à la fois off et on, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes, mais en même temps, il n'est pas question que dans une enceinte de l'Assemblée nationale, il y ait des éléments qui puissent être masqués, même si un certain nombre de choses apparaissent inconnues à l'heure actuelle. Donc, je vais essayer de m'exprimer avec le maximum de sincérité dans les questions que vous me posez. D'abord, Monsieur le Président, vous avez commencé par parler de la croisée des chemins et je crois qu'il faut bien être conscient que nous sommes effectivement devant un choix qui est un choix extrêmement difficile. Impossible de maintenir le statu quo, déraisonnable de retourner en arrière,
obligation d'avancer. Mais cette obligation d'avancer, elle pose bien entendu un certain nombre de problèmes. D'abord de timing. Est-ce que les politiques ont le même temps que les marchés financiers? Et la réponse est évidemment non. Vers quoi allons-nous? Je crois qu'il faut dire très clairement que avancer, c'est aller vers plus d'intégration. Et en même temps, sur quels objectifs et sur quel idéal européen sommes-nous engagés? Aujourd'hui, on a un défi économique qui est évident. Est-il utile de rappeler que ce n'est pas un problème de la zone euro, que ce problème il est mondial, que ce problème il est un problème des dettes souveraines des États, et que l'euro est une monnaie forte, stable, qui a une force en matière d'endettement, en matière de stabilité, en matière de capacité supérieure à celle du dollar. Et que donc il faut que l'on regarde bien dans les mots que l'on utilise. Nous sommes devant une crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro qui mettent en danger la monnaie unique et qui mettent en danger la construction européenne. Le deuxième défi, c'est un défi énergétique et environnemental. L'Europe est un pays de démocratie évoluée, consommatrice d'énergie. Il faut à la fois réussir à réfléchir dans l'avenir à ce qui tient tant à cœur au président de Flessel et qui est le respect environnemental, mais en même temps que l'indépendance énergétique de cette zone du monde soit préservée. Et la catastrophe de Fukushima est là pour nous rappeler que nous devons aussi avoir une sécurité maximale et sur l'ensemble des installations nucléaires dans notre pays, mais que c'est un problème qui est à l'étage européen. Et même si certains pays, comme l'Allemagne, ont fait des choix différents de la France, ça n'empêche pas une réflexion commune sur ces problèmes de sécurité, à la fois dans l'approvisionnement et dans la sécurité vis-à-vis des populations. Enfin, et je dirais que c'est la conséquence l'un de l'autre, l'Europe est à un tournant politique et on doit à la fois constater avec inquiétude la montée des populismes dans les pays européens et de l'euroscepticisme. L'euroscepticisme, c'est pas un élément nouveau en France. Rappelons-nous que le référendum de 2005 a été perdu, peut-être sur des arguments des uns et des autres, mais aussi parce que cette Europe apparaissait lointaine à nos concitoyens et qu'ils l'ont rejetée. Et que dans ce contexte de crise économique, la tendance est souvent sur les peuples à des replis, à des idées nationalistes, à un retour sur le passé. Et on le voit dans certaines difficultés de prise de décision d'un certain nombre de pays qui sont avec des majorités fragiles ou qui sont sous la pression populaire d'un euroscepticisme grandissant. Il est aussi important de constater que l'euroscepticisme est né, ou plutôt s'est développé en Allemagne, alors que c'était un pays qui était extrêmement volontaire dans la construction européenne, et qu'aujourd'hui la crise grecque, l'implication de l'Allemagne, sa stabilité financière, pose effectivement un certain nombre de problèmes aux populations allemandes. C'est dire que l'enjeu qui est devant nous est à la fois de franchir une étape de manière décisive, et il est classique de dire que l'Europe se construit en surmontant les crises, et si elle se construit à la hauteur, ou l'étape se construit à la hauteur de la crise que l'on rencontre, on peut imaginer que l'étape sera importante. Mais pour autant, il faudra que nous soyons tous conscients que franchir une étape importante ne peut pas se faire sans assentiment populaire et reconquête d'une partie de la population qui considère toujours que l'Europe est technocratique, lointaine, et ne se préoccupe pas des problématiques des Français. Vous connaissez ma conviction, l'Europe est évidemment, à mes yeux, le meilleur atout pour relever les défis du XXIe siècle,
Et l'Europe est porteur de valeurs, de culture et de civilisation qui n'ont pas à s'imposer aux autres peuples, mais qui ont aussi à s'affirmer à l'intérieur de l'espace concerné. Dans ce contexte, je pourrais proposer qu'on réfléchisse d'abord à l'intégration que nous devons faire. Et cette intégration, vous l'avez dit, Monsieur le Président, elle va vers une gouvernance économique européenne renforcée. Aujourd'hui, l'étape du Fonds européen de stabilité financière n'est pas complètement franchie, mais il ne reste plus que 2 États. La Slovaquie va le faire. La Cour de Karlsruhe a doublé la décision allemande. Les Allemands ont voté massivement, 85% du Parlement ont voté pour ce nouveau dispositif. Reste donc à passer l'étape suivante, qui avait été décidé le 21 juillet et de l'appliquer dans sa totalité. Une remarque cependant, c'est de rappeler que l'Europe c'est des démocraties et qu'on ne peut pas à la fois s'offusquer que les décisions ne se prennent pas à la vitesse de la dégradation des notes ou de la fébrilité des marchés et qu'en même temps on conteste que l'ensemble de ces pays passent par leur Parlement pour prendre les décisions qui s'imposent. Apparaît quand même quelque chose d'élémentaire. La France a décidé au début du mois de septembre, l'Allemagne à la fin du mois de septembre. Dans un système démocratique, on passe par le Parlement pour prendre ce type de décision. Et donc, il faut un délai qui est un délai raisonnable. Pour autant, nous avons tous conscience que, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, le calendrier apparaît quelquefois trop lointain. Et le discours politique, du fait qu'il ne s'incarne pas immédiatement dans la pratique, peut laisser penser que le politique est inactif. Je rappelle cependant que l'étape qui a été franchie, le Fonds européen de stabilité financière, sa capacité à intervenir sur les marchés secondaires, à recapitaliser les banques, sa dotation de 440 milliards d'euros, sa capacité aussi à être abondé d'un financement supplémentaire du FMI fait que, en gros, on dispose de 500 millions d'euros sur l'ensemble de la réactivité nécessaire. Vous avez posé la question, est-ce que c'est suffisant? Il faut d'abord savoir que nous n'en avons utilisé que 10%. Et savoir aussi que si nous nous mettions dans une situation à doubler le Fonds monétaire européen, puisqu'on peut l'appeler aussi comme ça, on serait à la hauteur du Fonds monétaire international. Donc, faut-il pour l'Europe autant que pour le monde? Et en même temps, est-ce que nous ne sommes pas en train de passer un message au marché qui n'attendent que ça pour augmenter leur fébrilité et leur réactivité, de leur dire, vous voyez que nous sommes tellement inquiets que n'ayant utilisé que 10% des 440 milliards, nous nous apprêtons à doubler son volume parce que la catastrophe n'est pas loin. Et comme chaque jour, on nous annonce que la Grèce va faire défaut, que la faillite de la Grèce est programmée, qu'elle sortira de l'euro, que l'euro est une monnaie ancienne et qu'elle va disparaître, et que les banques vont exploser sous les à-coups de la dette grecque, il vaudrait peut-être avoir plus de sang-froid et de réactivité et moins de réaction et de fébrilité. Donc je pense que l'important, c'est qu'on mette en place ce qui a été décidé le 21 juillet. Rappelons au passage que le paquet Six-Pack qui a été proposé par la Commission et qui est aussi un élément de contrôle et de sécurité a été voté. La proposition sur le sommet des chefs d'État et de gouvernement de faire que Herman Van Rompuy devienne, étant président du Conseil européen, pilote l'ensemble du système avec une certaine pérennité et que ce ne soit pas des permanences qui se renouvellent, est une évidence. Comment dire ça en langage diplomatique, dans la période de crise dans laquelle nous sommes, il est évident que c'est aux chefs d'État et gouvernement et au couple franco-allemand à prendre ses responsabilités. Vous notez d'ailleurs que, paradoxalement, quand ils ne se réunissent pas, on se demande pourquoi ils ne se réunissent pas, et quand ils se réunissent, on dit pourquoi ils ne font pas participer tout le monde.
couple franco-allemand, ça a une ancienneté, ça a une histoire. C'est même une histoire de deux peuples qui se sont fait la guerre. C'est aussi une réalité économique. C'est plus de 50% du PIB de la zone euro. Ça veut donc dire que lorsque plus de 50% du PIB de la zone euro avance une proposition, ça peut avoir un effet d'entraînement. Et que dirait-on si on faisait le tour de tous les 27 pays pour savoir s'ils sont d'accord avant de faire la moindre proposition? Donc sur ce sujet, je crois que c'est clair qu'on a eu l'impression que la Commission était en retrait. Et dans une période de crise, il est normal que ce soit les chefs d'État et de gouvernement qui donnent l'impulsion d'un passage à une intégration renforcée. Je n'imagine pas M. Barroso, malgré tout le talent que l'on lui connaît, être capable de proposer demain ce qui a été proposé par le couple franco-allemand et adopté par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Donc le temps est à la crise, le temps est à la décision forte, et il y a plus de légitimité démocratique dans le couple franco-allemand et dans les dirigeants des chefs d'État et de gouvernement que dans le président de la Commission pour prendre des décisions qui engagent les peuples et les nations. Sur les autres aspects, on est passé assez rapidement pour vous dire que l'intégration européenne, ce n'est pas l'intégration naïve. Oui, l'Europe a été naïve de faire rentrer des pays dans la zone euro qui n'en avaient pas peut-être la capacité. Mais rappelons que la Grèce, l'Espagne et le Portugal sont sortis du fascisme il y a peu de temps. Oui, on aurait peut-être dû attendre l'extension à l'Est d'un certain nombre de pays. Mais ces pays se libéraient d'un joug marxiste depuis longtemps. Donc l'Europe qui fait la paix, l'Europe qui apporte la démocratie, se devait d'intégrer totalitarisme. Je ne considère pas que le marxisme est forcément un totalitarisme. Mais force est de constater que c'était quand même une idéologie communiste totalitariste. Et donc, si on parle à la Pologne, à la Roumanie, à la Bulgarie, et si on parle aux pays où nous nous rendons ce soir avec le président, la Croatie ou la Serbie, ils savent ce que veulent dire quand même ce type de totalitarisme. Donc, ça n'est pas discriminant vis-à-vis de quiconque, mais disons que l'Europe a intégré dans la démocratie des peuples qui avaient subi des totalitarismes excessifs. Voilà. Ça, c'est Quai d'Orsay. Dans ce contexte-là, on s'est à l'époque peu préoccupé de savoir s'ils avaient le niveau économique pour pénétrer dans la zone. Et ce n'était pas grave dans une période de croissance. Et aujourd'hui, dans une période de crise, les disparités apparaissent criantes entre l'économie grecque et l'économie allemande, et avec une monnaie unique. Et la deuxième erreur, si tant est qu'il est facile de pointer les erreurs du passé, c'est d'avoir fait une monnaie unique sans avoir fait un pilotage économique, fiscal et financier de la monnaie unique. Dans quel moment de l'histoire on a frappé monnaie sans se donner les moyens d'organiser la monnaie? Et donc aujourd'hui, il faut franchir cette étape. Et si vous me posez la question brutale supplémentaire, qui consiste à dire est-ce que l'Europe, alors vous faites une Europe, vous prônez une Europe à deux vitesses, eh bien il y a une Europe à deux vitesses aujourd'hui. Il y a une Europe de la zone euro qui est obligée de passer à une intégration plus rapide, et il y a d'autres pays, et la semaine dernière on était avec le Premier ministre en Pologne, et les Polonais veulent rentrer dans la zone euro. Et il n'y a pas de raison de mettre des obstacles à l'entrée dans la zone euro. Sauf qu'on est passé d'une Europe naïve en période de croissance à une Europe réaliste en période de crise. Et ce réalisme, il doit se mettre en place à la fois sur la Grèce, c'est à la fois la solidarité qui s'applique, mais en même temps la discipline budgétaire.
Et c'est la raison pour laquelle il y a la Troïka qui vient vérifier. Et c'est la raison pour laquelle il y a un groupe d'experts, 45 aujourd'hui, qui travaillent, accompagnent et contrôlent, le mot n'est pas excessif, l'organisation et la mise en place des décisions qui ont été prises courageusement par les dirigeants grecs. Et donc on passe effectivement d'une Europe naïve à une Europe réaliste. Mais cette Europe réaliste, elle doit être évidemment plus intégrée et plus solide. Juste un mot sur les frontières. Revenant de Pologne et rencontré au sujet du partenariat oriental, on voit des pays, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, etc. Ces pays sont très éloignés de l'intégration européenne. Le fait de développer un partenariat avec eux ne peut pas vouloir dire que c'est une étape préliminaire à leur intégration européenne. Ça n'a pas jamais été le cas. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait une demande qu'on leur mette en filigrane que le partenariat, puis le libre-échange, les accords de libre-échange, puissent un jour aboutir à. Je crois que ça serait un mauvais coup porté à l'Europe que de reproposer des extensions. Enfin, juste derrière le photographe, il y a les Balkans. L'Europe est faiseuse de paix et au-dessous, il y a toi. Et on sait bien les tensions qu'il y a eu dans ces pays, on sait bien les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Et l'Europe doit à la fois ouvrir la porte à une perspective européenne à ces pays, en même temps qu'elle doit être exigeante sur la paix qui doit se faire entre les différents États et entre les différents peuples. Je rappelle aussi que sur le partenariat oriental, la France a exprimé de manière forte, par l'intermédiaire du Premier ministre, qu'il ne peut même pas y avoir d'échange, de libre-échange avec la Biélorussie et dans une moindre proportion avec l'Ukraine, tant qu'on se trouve dans un État qui n'est pas un État de droit. Et que la France restera extrêmement exigeante sur ces éléments, en rappelant que dans le partenariat sud, elle apporte son soutien et son accompagnement. Je voudrais terminer en vous disant que les perspectives financières sont au début de la négociation, que la seule chose que nous affirmons aujourd'hui, c'est que la France n'acceptera pas une perspective financière qui n'intègre pas une stabilité du budget de la politique agricole commune, et que parallèlement, elle demande qu'une expertise soit faite sur les autres budgets, comme cela a été fait sur la politique agricole commune. Elle considère aussi que les propositions de la Commission sont trop chères et qu'on ne peut pas demander à la fois dans l'ensemble des pays de la zone euro et de l'Europe des sacrifices budgétaires et avoir des progressions de l'ordre de 9% sur certains dispositifs au niveau européen. Et donc on est rentré dans une discussion à ce niveau. Nous ne voulons pas dépenser plus et nous voulons dépenser mieux. En même temps, sur les fonds structurels, il faut les remanier. Et je crois qu'il faut avoir le courage de regarder l'expérience de la Grèce. Les fonds structurels ont été versés à la Grèce. Et ça ne l'a pas empêché de se trouver dans une situation économique extrêmement fragile. Et que donc, si demain nous avons des fonds structurels, nous devons les orienter vers la croissance et l'emploi. Et faire en sorte que nous soyons capables à la fois d'imposer au peuple qui en bénéficie, aux États qui en bénéficient, une discipline budgétaire, mais en même temps demander à ce que l'orientation vers la croissance et l'emploi soit une orientation forte. Voilà ce que je voulais vous dire au début, en rappelant que le PEAD est une préoccupation de ma part et de la part de Bruno Le Maire, et que nous avons une mission très claire de la part du Président de la République et du Premier ministre pour faire aboutir ce dossier d'une façon ou d'une autre. Et enfin, rappeler que la politique de sécurité et de défense commune est aussi un objectif français sur lequel nous nous heurtons à une difficulté britannique, mais que cela ne nous empêche pas de ne pas renoncer à ces objectifs. Pour terminer, je vous dirais que la crise, c'est
le passage entre un monde qui se termine et un monde qui se construit. Et que l'Europe doit se construire différemment de ce qu'elle s'est construit antérieurement. Elle doit respecter ses frontières. Elle doit être attachée à Schengen, mais en même temps faire respecter le droit des peuples, à faire respecter l'ordre public. Elle doit continuer à parler ouvertement à des pays qui sont encore loin de la démocratie, mais en même temps être extrêmement exigeante sur le concept du droit de l'homme. Elle doit avoir une certaine idée de l'Europe en tant que culture et de civilisation, mais elle doit aussi se protéger et protéger les peuples. Et la réciprocité, qui est un mot léger pour dire la loyauté des échanges commerciaux, doit désormais s'imposer, parce qu'on ne peut pas accepter que les marchés européens soient pénétrés par des situations qui sont très différentes de celles des règles sociales, environnementales, légales européennes, et que la réciprocité n'existe pas. C'est donc un élément majeur. Cette Europe, oui, elle a des frontières, elle parle au monde au travers de ses frontières, elle fait respecter les règles qui sont à l'intérieur à ceux qui veulent venir à l'intérieur et qui sont à l'extérieur. Je vous propose de relire Lévi-Strauss pour l'altérité et l'identité et Régis Debray sur l'éloge des frontières. Et vous verrez que effectivement l'Europe peut-être on peut en avoir une autre idée et que cette étape va être politiquement indispensable à franchir à mes yeux. Bien, merci infiniment, Monsieur le Ministre. Et on va passer au jeu des questions et réponses. Il y a 2 ou 3 questions à laquelle je n'ai pas répondu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va se recouper. Ça va se recouper. Si vous en êtes d'accord, on va passer toutes les questions. Ça ne vous ennuie pas? Ah, c'est mieux. Et comme ça permet, si jamais il y a des questions qui se recouvrent, que vous puissiez y répondre. Alors, alors qu'il est, au moment qu'il est, j'ai Didier Quentin, Robert Lecou, Armand Martin, Philippe Armand Martin, Bernard de Flessel, Christophe Carèche, Michel Herbillon, Gérard Voisin, Jérôme Lambert, Monique Boulestin. Nous invitons systématiquement les députés européens et je voudrais saluer la présence de Françoise Grossetête. Nous essayons de travailler beaucoup, comme je te l'ai déjà dit, avec les députés européens. Nous avons des réunions communes. Et... Voilà, je n'ai pas d'autres questions inscrites, donc on y va. Didier Quentin. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, je ne souhaite pas revenir là sur la situation monétaire, financière et économique qui a constitué l'essentiel de votre propos. Je sais que mes collègues vont avoir des questions, mais moi je voulais vous poser trois questions rapides sur 3 sujets un peu différents. Alors d'abord, l'espace Schengen, auquel le président Lequillet a fait allusion à la fin de son propos liminaire. Je rappelle que notre commission a adopté mardi dernier, 27 septembre, un avis négatif en matière de respect du principe de subsidiarité sur la proposition de règlement relative à la restauration des contrôles aux frontières intérieures. Alors, est-ce que, Monsieur le Ministre, vous pouvez nous préciser les positions de nos partenaires européens de l'espace Schengen? Et nous avons noté que la Finlande et les Pays-Bas, par exemple, viennent d'opposer leur veto quant à l'intégration au sein de l'espace Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie. Alors, quelles seront les prochaines étapes pour l'éventuelle entrée de ces 2 États membres de l'Union européenne dans l'espace Schengen et comment se déroulent les négociations? C'était la première question. La deuxième, et vous venez d'y faire allusion en fin de votre propos, c'est l'avenir du programme européen d'aide aux plus démunis. Là aussi, dans votre introduction, vous avez parlé des dangers de montée du populisme et de l'euroscepticisme. Alors, s'il y a une question à laquelle sont sensibles les opinions publiques, en tout cas, c'est bien celle-là, à un moment où on parle de centaines de milliards, etc., pour dire le fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour aider au plan alimentaire les 13 millions d'Européens les plus démunis, ça apparaît comme assez scandaleux à notre opinion publique, à beaucoup de gens, et il semble que 6 États membres soient toujours opposés au maintien, à la prolongation de ce programme européen d'aide. Alors, quelle est l'action que la France entend conduire pour mobiliser nos partenaires européens réticents à ce sujet? Et dernière question, c'est ce que vous avez dit sur les partenariats orientaux. Il y a un pays,
orientale ou presque moyen-orientale, dont on ne parle plus beaucoup, alors qu'il continue à avoir une position géostratégique essentielle. Il se trouve dans une bonne situation économique, puisque je crois qu'il est à 7 ou 8% de croissance, avec une certaine stabilité politique, puisque le Premier ministre a été reconduit, ce qui se fait rare par les temps qui courent. Je veux parler de la Turquie. Alors comment voyez-vous évoluer nos relations avec la Turquie? Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans votre introduction, confession de foi sur l'Europe, vous avez abordé les grands sujets. Permettez-moi de venir sur des sujets qui touchent le quotidien, puisqu'en fait l'Europe concerne à travers le quotidien notre économie, notre emploi. Hier, dans cette même enceinte, au sein de la Commission des affaires européennes, avec 4 autres de mes collègues, on a présenté un rapport sur le G20 qui mettait notamment l'éclairage sur l'importance de l'agriculture. Mes sujets concernent donc plus précisément la viticulture. Et 2 sujets, les droits de plantation et l'irrigation. Les droits de plantation qu'une direction européenne souhaite supprimer et qui pourtant nous paraissent indispensables pour une viticulture telle qu'on la connaît. Et si la dérégulation existait, cela signifierait certainement la mise en danger des exploitations familiales qui participent à la spécificité, qui participent à la diversité, à la richesse et donc la qualité de la viticulture française. Pour l'irrigation, Monsieur le Ministre, je relierai ce thème à celui des droits de plantation et je veux parler plus précisément des viticulteurs d'une région méditerranéenne, le Languedoc-Roussillon, qui ont réussi une extraordinaire révolution qualitative, mais qui se trouvent confrontés à un vrai problème, un problème sérieux, celui du stress hydrique, c'est-à-dire ce manque d'eau qui menace d'altérer les composantes du rendement, de bloquer la maturation et de provoquer des pertes de récolte par la déshydratation des baies. En clair, on a un vrai risque de perte de qualité et de compétitivité dans une région qui n'en a pas vraiment besoin. La réponse à cette situation d'irrigation passe par l'organisation d'une irrigation respectueuse, d'une agriculture raisonnée et de notre environnement. Des réseaux d'irrigation goutte à goutte, des retenues collinaires sont notamment des bonnes réponses. Ces 2 dossiers, Monsieur le Ministre, dépendent de l'Europe et l'Europe donc doit apporter des réponses. Pour les droits de plantation, c'est un problème de réglementation. Nous attendons un certain nombre de pays qui devraient rejoindre les 12 pays qui ont déjà décidé d'apporter leur soutien à cette demande de maintien de la réglementation. Pour ce qui est d'irrigation, nous attendons le cofinancement et pour cela, une évolution réglementaire du PDRH pour permettre les crédits du FEADER. Monsieur le Ministre, sur ces 2 sujets précis, particuliers, où en est-on et quelles sont les actions que vous pouvez mener pour favoriser notre économie viticole et nos territoires? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai une question précise aussi, mais je vois que mon collègue vient de me devancer. Donc ça va être beaucoup plus facile pour le ministre de répondre, puisque c'est à peu près la même question. Mais en préambule, le ministre a dit qu'il y avait un choix difficile à faire sur le budget, et justement, sur ce dossier-là, ça ne coûtera rien. Par contre, ça peut rapporter gros. Et aujourd'hui, si on maintient la réglementation telle qu'elle a été prévue à travers l'OCM en 2008, Monsieur le Ministre, on va arriver à doubler la superficie du vignoble français qui connaît déjà des difficultés dans certaines régions, notamment dans le Languedoc-Roussillon, comme ça vient d'être évoqué. On va retirer de la notoriété à toutes nos grandes appellations. Et ça va être surtout les petites exploitations qui vont être touchées. Ça ne sera pas les grandes marques, puisqu'on sait très bien que des noms très connus, je ne vais pas citer ici, n'ont pas besoin du nom de l'appellation pour se faire connaître, puisqu'aujourd'hui, vous avez des grands groupes qui ont des vignobles à travers le monde, et notamment en France, et donc qui utilisent leur marque pour se faire connaître. Et ça, les conséquences seront dramatiques. Donc aujourd'hui, il y a des avancées significatives. Monsieur le ministre, je travaille sur le dossier. Ancien député européen, je monte encore régulièrement. J'ai rencontré encore ma collègue la semaine dernière à Strasbourg, qui travaille aussi sur ces dossiers-là, qui va à l'intergroupe 20 régulièrement, pour essayer de dissuader la position de certains États. Et on compte sur vous, et notamment puisque c'est le Conseil des ministres qui devrait
décider aussi, puisque le Parlement a déjà voté un texte pour lequel il est revenu sur cette décision. Mais aujourd'hui, ce sont les ministres de l'Agriculture, Monsieur le ministre, qu'il faut décider. On en a fait part à Bruno Le Maire. Donc, moi, j'ai rencontré des députés polonais la semaine dernière qui vont aussi demander à leur ministre de changer d'attitude. Nous avons 13 États, je crois, aujourd'hui, qui sont signataires. Donc, c'est pour ça que je voudrais savoir quelle action vous comptez entreprendre sur ce sujet au niveau de la diplomatie pour la France, parce que nous n'avons pas encore la majorité. Si les Polonais sont d'accord, le ministre polonais, aujourd'hui les Belges, comme il n'y a plus de gouvernement, c'est difficile de travailler les Belges, mais enfin il y a peut-être encore d'autres États qui aujourd'hui ne sont pas producteurs mais consommateurs, qui pourraient nous rejoindre pour revenir sur cette décision. Et n'oublions pas que c'est 2015, monsieur le ministre, 2015 c'est demain. Aujourd'hui les jeunes n'osent plus entreprendre de se lancer dans la viticulture et les entreprises n'osent plus investir. Donc il y a beaucoup à perdre pour la France. Voilà, j'en dis pas plus long sur ce dossier. Encore une petite question, monsieur le ministre, je voulais vous poser une question sur le PAD, vous en avez parlé tout à l'heure. Simplement, ce qui m'étonne dans cette crise actuelle que nous vivons au niveau européen, il y a un État qui est dans l'Europe et qui n'y est pas, dont on n'entend pas beaucoup parler aujourd'hui. Je veux savoir un petit peu la position de l'Angleterre. Et aujourd'hui, l'Angleterre ne se manifeste pas beaucoup sur ce sujet. Je sais bien qu'elle n'a pas l'euro, mais j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'elle pense aujourd'hui, justement, de ce sujet. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le montant de la contribution de la France au budget de l'Union européenne et ce que ça coûte par habitant, aujourd'hui, parce que les Français ont besoin de le savoir. Je vous remercie. Bernard de Flessel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous me permettrez de démarrer par un message personnel en vous disant tout le bonheur que j'ai à vous retrouver épanoui dans ces nouvelles fonctions. Moi, j'ai deux questions très simples. L'une qui touche à un programme européen qui est de première importance, technologiquement s'entend, c'est Galileo. Galileo, c'est le GPS européen. On a quelques difficultés à la fois financières et technologiques à le déployer. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point rapide, parce qu'il manque de l'argent, et de savoir qui, dans l'Union européenne, dans ce très beau projet, pourra le mener à bien. C'est très important technologiquement, parce que ce GPS à l'européenne est plus performant que le GPS américain, mais que nous sommes menacés, je dirais, par l'Inde, par la Chine, par la Russie, qui, elle aussi, pousse les feux sur ce sujet-là. Deuxième question, la préparation du sommet mondial sur le climat. Monsieur le ministre, l'Union européenne a toujours pris les devants dans ce domaine. C'est un domaine qu'elle connaît bien, dont elle a été leader. Et nous avons quelques soucis avec mon collègue Jérôme Lambert. Nous suivons ces questions depuis 4 ans maintenant pour l'Assemblée nationale. Et nous nous posons de graves questions sur la préparation de Durban. C'est bientôt, c'est le 28 novembre. Comment l'Union européenne aborde ce sommet? Sera-t-elle unie? Et quelles propositions compte-t-elle faire pour finalement faire avancer ce sujet qui nous touche tous et toutes? C'est quand même une question de réchauffement climatique qui pose problème. Merci. Michel Herbillon. Oui, merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais dire au ministre combien nous avons plaisir à le retrouver ici dans ses fonctions et dans cette salle où nous, sous la houlette du président Lequillier, nous travaillons beaucoup sur les questions européennes de longue date. Première question, en ce qui concerne la Croatie et l'adhésion, j'avais représenté le président Lequillier avec mon collègue, le président de la Commission européenne du Bundestag, Günther Kirschbaum, en Croatie, pour apporter le soutien à la fois de l'Allemagne et de la France et des parlementaires français et allemands à l'adhésion de la Croatie à l'Europe. La Croatie a fait beaucoup d'efforts et on lui a demandé beaucoup d'efforts pour intégrer l'Europe. Où en est-on de ce calendrier d'adhésion qui est attendu par les Croates? Deuxième question, vous l'avez dit, l'Europe a toujours avancé par des crises. Et c'est le cas aujourd'hui, ô combien. Et donc la crise développe à la fois l'euroscepticisme que vous avez évoqué, mais la crise est également une formidable opportunité pour faire avancer l'Europe dans 2 domaines. Le domaine d'une meilleure gouvernance économique. Je rappelle qu'il y a encore un an, ce mot était incongru en Allemagne et qu'aujourd'hui, il y a eu un changement d'attitude et un rapprochement franco-allemand sur ce thème. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, de façon lisible pour nos compatriotes, pour nos concitoyens, et pas seulement lisible par les experts des questions européennes ou par la technocratie bruxelloise? Qu'est-ce que vous attendez comme progrès dans ce domaine? La crise est également une opportunité
d'avancer dans le domaine d'une meilleure intégration européenne sur le plan budgétaire, sur le plan fiscal, sur le plan économique, puisque malheureusement, on peut difficilement imaginer qu'on puisse avoir seulement une monnaie unique s'il n'y a pas beaucoup de progrès faits dans le domaine de la politique économique et financière. Je voudrais à cet égard vous dire, vous passer un message, si vous le permettez, c'est que je crois que les crises nécessitent nécessairement un changement un peu d'attitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à transgresser un certain nombre de règles qui sont trop lourdes, parce que la crise nécessite pour l'Europe réactivité, rapidité de décision. Et de la même manière que lors de la crise précédente, le président de la République n'avait pas hésité à réunir l'Eurogroupe, non plus seulement au niveau des ministres des Finances, mais au niveau des chefs d'État et de gouvernement, y compris même le Premier ministre britannique qui n'était pourtant pas dans l'euro, Gordon Brown. Je crois que la situation actuelle appelle des décisions rapides, réactives, et qu'on puisse s'affranchir éventuellement d'un certain nombre de règles très lourdes, très contraignantes, illisibles pour nos compatriotes, alors qu'ils attendent des résultats concrets. Donc je voudrais vous demander sur ces deux domaines de la gouvernance économique et d'une meilleure intégration, en quoi la crise peut avoir, si j'ose dire, des effets favorables. Et dernier point et dernière question, la France préside à la fois le G8 et le G20. Il y a une grande attente du sommet qui aura lieu, Monsieur le Ministre, dans votre département dans un mois à Cannes. Là aussi, la voix de la France et la voix de l'Europe est attendue sur ces questions avec des résultats concrets. Qu'est-ce que vous espérez de cela? Je vous prie par ailleurs d'excuser le fait que je lirai votre réponse dans le compte-rendu écrit de la Commission parce que je dois malheureusement rejoindre ma circonscription pour une inauguration importante. Inauguré, monsieur. Bon, on va peut-être arrêter là, Monsieur le Ministre, et puis on refera la deuxième fournée, sachant que je vais demander à ceux qui vont poser les questions d'être brefs, parce que le ministre, comme l'a dit tout à l'heure, on a un voyage en Serbie, Croatie, et donc il ne faut pas... Emmène le président, vous ne pourrez même pas rester avec le président. Donc, voilà. Monsieur le ministre, si vous pouvez... Alors, on va essayer de répondre. La première question, c'était sur la Bulgarie et la Roumanie. Vous le savez, la France avait, avec l'Allemagne, proposé une rentrée dans Schengen en deux étapes. Avec une première étape qui était une étape aérienne et maritime et une deuxième étape qui était une étape terrestre. On avait un certain nombre de difficultés avec les Roumains et les Bulgares à faire comprendre qu'on ne voulait pas fixer de date sur la deuxième étape, compte tenu du fait qu'on voulait avoir un certain nombre d'éléments de surveillance. Il s'est trouvé que dans les éléments que nous avions à notre possession et que la Commission faisait apparaître, il y avait des efforts importants de la Roumanie et de la Bulgarie en matière de la lutte contre la corruption et en matière d'accès à la démocratie, en particulier avec les éléments de sécurité concernant également la participation des policiers roumains au flux migratoire. Je fais une parenthèse pour dire que ce n'est pas parce que la Roumanie n'est pas dans le Schengen que les immigrés roumains n'arrivent pas sur le territoire français. Et je suis très heureux qu'on considère tous ensemble que ça n'a rien à voir. Voilà. Ça peut avoir un impact dans l'opinion publique, ça n'a pas d'impact dans la réalité. L'espace Schengen, la non-entrée dans l'espace Schengen, la Roumanie et la Bulgarie n'est pas dans l'espace Schengen, n'empêche pas des situations que l'on peut connaître ici ou là. Par ailleurs, le Pays-Bas et la Finlande ont refusé cette démarche. Et comme vous le savez, c'est des décisions qui se prennent à l'unanimité. Je suis allé voir nos homologues néerlandais avec les Bulgares et les Roumains pour voir si on pouvait trouver une solution intermédiaire. Ils ont dit non, C'est toujours compliqué de se trouver dans cette situation parce que à la fois on demande à ces pays beaucoup d'efforts et ils doivent encore en accomplir, mais en même temps le fait de ne pas leur donner une échéance et un objectif est quelque chose qui est négatif dans des pays dans lesquels la démocratie n'est pas si ancienne que ça et le retour à des visions
anti-européenne est aussi possible. Donc aujourd'hui, la France a fait tous les efforts qu'elle devait faire. Elle l'a fait en concertation avec les Allemands. Les Polonais en présidence ont accepté cette double étape. Aujourd'hui, malheureusement, on peut essayer d'évoquer la question au prochain Conseil européen. Et de toute façon, je crois que les Roumains et les Bulgares la mettront sur la table à ce moment-là, ce qui est un élément négatif parce que ça peut polluer l'ensemble du Conseil européen sur la fixation de ces sujets. Ça ne remet pas en cause le fait que la Roumanie et la Bulgarie adhèrent déjà au système d'information Schengen depuis plusieurs mois, dans le cadre du processus d'adhésion. Donc en fait, ce qui est une situation un peu paradoxale. On leur dit vous n'êtes pas dans Schengen, mais ils sont déjà dans le système d'information. Nous, on dit qu'ils ont vocation à rentrer dans l'espace Schengen, c'est clair, et que paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans l'opinion publique, le fait de les faire rentrer dans l'espace Schengen sont des éléments de sécurité et de contrôle meilleurs que s'ils ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est un peu difficile à expliquer de manière simple, mais en tout cas, c'est une réalité. Toujours est-il que la proposition intermédiaire qu'a fait la France et l'Allemagne et à laquelle la Pologne a adhéré a été refusée par deux pays qui, un des deux, ne changera pas d'avis. Donc, on réfléchit à savoir qu'est-ce qu'on pourrait donner comme perspective. Et je pense que ça sera évoqué au prochain Conseil européen. Sur la gouvernance Schengen. Bon, Schengen, c'est la libre circulation, c'est un acquis majeur. Et il n'est pas question que la France revienne là-dessus. En revanche, la France a rappelé que les questions d'ordre public sont des questions d'ordre national et qu'on ne peut pas communautariser les décisions d'ordre public. Si demain, au G20, il y a des flux importants de population susceptibles de créer des troubles à l'ordre public, on ne va pas demander à la Commission européenne ce qu'elle en pense. Le préfet des Alpes-Maritimes prendra en concertation avec le préfet de région et avec le ministère de l'Intérieur toutes les décisions qui pourront maintenir l'ordre public. Donc là, il y a là quelque chose pour lequel le gouvernement considère que la position qui consisterait à remettre en cause le droit national à estimer la capacité à évaluer l'ordre public n'est pas acceptable. Sur l'autre sujet, il peut exister des situations exceptionnelles. Situations exceptionnelles, soit parce que des flux migratoires sont très importants, soit parce que, là aussi, ils peuvent créer, soit par leur importance, soit par les personnes qui pénètrent sur le territoire, des situations de déstabilisation. Hein? C'est pas nouveau, ça existe déjà. Voilà. Donc ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une clause de sauvegarde et que cette clause de sauvegarde, elle soit entérinée, elle est contestée, elle a été contestée, la Commission l'a réacceptée. Je pense qu'il est important que, pour qu'on ne se trouve pas dans des positions qui n'ont rien à voir avec la position de la France elle s'est trouvée devant un flux migratoire de Tunisiens provenant d'Italie. L'Italie a, pendant une période, donné des visas provisoires et donc n'a pas été en capacité de faire une frontière de contrôle en périphérie. Il était logique que dans la loi classique de la double coque, on puisse renvoyer les gens en Italie. On n'a pas pu le faire et donc on a rétabli provisoirement les contrôles aux frontières. Ceci n'a rien à voir, et je tiens à le préciser, avec la situation qui s'est produite au Danemark sur le précédent gouvernement, dans lequel on a rétabli des contrôles aux frontières, je dirais, sans qu'on se trouve dans cette situation exceptionnelle. Donc oui à l'espace Schengen, mais oui aussi au renforcement des frontières extérieures, oui à l'aide par Frontex, oui à la surveillance et à l'appui aux pays qui ont des difficultés à contrôler leurs frontières extérieures. Je pense à la Pologne, je pense à la Grèce, mais cet appui doit apporter, au contraire, conforter l'espace Schengen. La nouveauté, c'est que quand un État ne peut pas contrôler sa frontière, on a la clause de sauvegarde et la double coque, et ça, ce n'est pas des mesures d'ordre public. Donc il y a le chronique, l'exceptionnel. Dans le chronique, l'aide, la surveillance, le rappel à l'ordre et éventuellement les sanctions. Donc
Sur ce sujet, la proposition qui a été faite par Didier Quentin, rapporteur, est conforme exactement à la position du gouvernement français et qui est heureusement partagée par le Conseil. Sur la de Flessel doit partir. Sur les grands projets européens. Sur les grands projets européens, il y a un vrai problème qui est que, vous l'avez vu, il y a des projets qui ne sont pas mis dans les perspectives financières. Et la France juge que c'est inacceptable que les grands projets européens qui seront demain identifiés, GEMS, Galileo et ITER, on mette ces projets à coût réel important en dehors des perspectives financières que l'on propose d'augmenter de manière considérable. Si c'est un jeu de négociation, on peut le comprendre, mais je trouve qu'il trouble considérablement l'enjeu des perspectives financières. Donc la première idée, c'est que ce financement est communautaire, il doit être intégré dans le plan de financement européen. La France, que ce projet qui est emblématique et concurrencé, soit budgétisé et qui reste un projet prioritaire communautaire. Donc il n'est pas question de renoncer. On voit bien, malheureusement, comment les négociations pourraient s'effectuer si vous ne voulez pas augmenter le budget européen. On sera peut-être contraint d'abandonner les grands projets européens. C'est inacceptable dans sa présentation. Donc évidemment, la France reste sur cette ambition. Sur Durban, Bernard de Flessel a raison. Le projet, il est majeur. Il est ambitieux, il est dans le profil de Kyoto. Il y a un Kyoto 2020 qui va arriver. On doit prendre des mesures importantes. Mais le mécanisme d'inclusion carbone, qui est en fait pas la taxe carbone à l'intérieur, mais la taxe aux frontières, la France en est le défenseur. On ne peut pas envisager que sur ce domaine-là aussi, certains diront que c'est du protectionnisme, c'est en fait une façon de faire respecter l'environnement. Donc la difficulté, c'est d'avoir des accords bilatéraux, mais l'Europe, là aussi, à mon sens, doit prendre les initiatives nécessaires pour faire en sorte qu'à ses frontières, on puisse poursuivre ce qui a été la marque de fabrique de l'impulsion française et qu'on se retrouve avec la possibilité, au titre du protocole de Kyoto, capitaliser les résultats de Cancun qui sont très importants. En ce qui concerne les financements innovants, ça fait partie des financements innovants. Donc je me permets de féliciter Bernard de Flessel pour tout l'engagement qu'il a dans ce domaine, mais lui dire que pour l'image aussi de l'Europe, poser le problème en termes d'environnement et poser le problème en termes de gaz à effet de serre, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'image de l'Europe. L'image de l'Europe qui se négative sur une PEAD qu'elle ne fait pas et qui se positiverait si elle arrivait à imposer au monde des situations pour lesquelles, on le sait, les grands pays comme la Chine ou même les États-Unis sont réticents. Donc continuons à nous battre dans ce domaine avec les objectifs de réduction de 20% des gaz à effet de serre et une augmentation de 20% de l'efficacité énergétique. C'est à nos yeux un marqueur fort de l'action européenne. Il y avait une autre question de Bernard de Flessel. Il n'y a pas de question. À tout à l'heure. Au revoir, monsieur de Flessel. Sur l'élargissement des Balkans, donc on va se rendre en Croatie et en Serbie. Je ne voudrais pas caricaturer, mais je voudrais que le message qu'on passe en Croatie, c'est celui qui a été effectivement évoqué par Michel Herbillon. C'est voilà la démarche exigeante et efficace, pilotée en grande partie, il faut le dire, par le couple franco-allemand, sur l'adhésion à l'Europe. Et c'est parce qu'il y a eu des
des perspectives européennes que les progrès se sont effectués dans ce pays. Et donc, ça fait 10 ans ou 7 ans que les choses sont entamées. Nous voudrions dire en même temps à nos amis serbes qu'ils ont vocation à rentrer dans l'Union européenne. Et que cette vocation n'est précédée d'aucun diktat. En revanche, de passer aussi le message qu'on ne pourra pas accepter dans l'Europe un pays qui est en conflit, qui n'a pas assumé sa réconciliation avec ses voisins. Et c'est donc de dire que, bien sûr, il n'y a pas un préalable à la reconnaissance et à la normalisation totale dans tous les pays des Balkans qui sortent d'une guerre civile atroce, mais c'est de leur dire que la démarche pour adhérer à l'Union européenne, c'est une démarche dans laquelle ils doivent avoir fait la paix avec leurs voisins pour pouvoir, à terme, pénétrer dans l'Union européenne. Chypre, il y en a une situation en Europe, il ne faut pas les multiplier, et de jouer au contraire sur l'attractivité de l'entrée dans l'Europe pour aider ces pays vers la voie de la démocratie, de l'état de droit, mais en même temps les aider à apaiser les relations avec leurs voisins. Je ne doute pas que nous puissions y parvenir. Sur le PEAD. Le PEAD, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous savez, c'était un surplus de la PAC. Ce surplus de la PAC, il était donné dans le cadre des plus démunis. La situation a été satisfaisante jusqu'au jour où il n'y a plus de surplus et qu'on a été obligé d'acheter les surplus. Lorsqu'on a acheté les surplus, on s'est trouvé dans une situation dans laquelle on n'était plus dans un objectif communautaire. Et lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux, il est évident que la sanction est tombée. Non, on n'a pas le droit d'acheter des surplus qui n'existent pas pour venir en aide aux plus démunis. Les situations des pays sont très disparates. Je rappelle que, par exemple, en Allemagne, c'est les Länder qui ont la responsabilité d'apporter l'aide aux plus démunis. Et les retours sur les pays, et en particulier la France, sont des retours relativement, enfin, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais relativement mineurs. C'est 60 à 70 millions d'euros, et de toute façon, c'est neutre. Parce que, pour ma part, je considère que c'est un mauvais coup porté à l'image de l'Europe. Alors, bien sûr que la proposition la plus facile, c'est de dire on nationalise les politiques d'aide aux plus démunis. Et la France se trouvera dans son budget et dans son équilibre, elle donnera moins, elle recevra moins, et elle trouvera 70 millions d'euros. Mais l'Europe qui vient au secours des plus démunis, dans une caricature qui pourrait être facile et qui consisterait à dire alors l'Europe, elle se construit, quand il y a des problèmes dans les banques, elle va apporter l'argent aux banques, mais quand il y a des problèmes pour les pauvres, elle n'est pas capable d'apporter l'argent aux pauvres. Les unes se chiffrent en milliards, les autres en millions, et on n'est pas capable de s'entendre là-dessus. C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire et moi-même essayons de faire sauter cette minorité de blocage. Cette minorité de blocage, c'est la République tchèque. J'ai rencontré mes homologues, il y a eu une réunion au Conseil agriculture, et malheureusement, la situation ne s'est pas débloquée, bien qu'on ait essayé de faire deux budgets différents, un budget solidarité et un budget PAC, avec une réserve sur la PAC qui était de 113 millions, et le complément sur le budget solidarité. L'ensemble, Bruno Le Maire, intelligemment, n'a pas fait acter le refus et a proposé que ce soit renvoyé à notre Conseil le 20 octobre. Donc d'ici là, nous continuerons à activer notre politique et notre diplomatie pour faire sauter cette minorité de blocage. Je rappelle que la ligne budgétaire existe, qu'elle ne pose pas de problème au budget européen, et finalement le retour aujourd'hui de mon homologue allemand et tchèque, c'est de dire, pourvu que ça ne soit pas en contradiction avec la décision de la Cour de Karlsruhe, on sera prêt à vous laisser faire pendant les 2 ans intermédiaires qui nous séparent du projet des perspectives financières 2014-2020. C'est vers cela que l'on s'oriente
peut toujours se trouver devant une situation bloquée, mais en tout cas, sachez bien notre détermination et la détermination du président de la République qui a répété à ses deux ministres que c'était un objectif majeur pour la France d'obtenir ces éléments. Quant au Royaume-Uni, il est dans la minorité de blocage. J'allais faire un commentaire, je ne le fais pas. Comme souvent. L'autre question, c'était la suppression des droits de plantation dans la viticulture. Robert Lecou. Alors effectivement... Robert et Philippe, la même question. Oui, et Philippe. Il y a deux questions. Il y a la question de l'irrigation que m'a posée, et ça c'est une question languedocienne, et la question des plantations. Alors sur l'irrigation, c'est un droit national, c'est un décret, et donc on ne veut pas que ce soit libéralisé, et on veut que ça reste un droit national. En même temps, un encadrement strict de l'irrigation ne signifie pas son interdiction. Et donc on souhaite qu'on mette en place les éléments de souplesse, et un certain nombre d'éléments de souplesse ont été envisagés, puisque à l'occasion de la dernière modification du programme de développement rural pour l'Hexagone, le gouvernement a présenté à Bruxelles l'introduction d'un nouveau dispositif dans le cadre du soutien aux infrastructures liées à l'évolution et l'adaptation du secteur agricole. C'est exactement ce qui est demandé par le député Robert Lecou, et je dirais que ça s'adresse presque spécifiquement au Languedoc-Roussillon. Donc l'accord de la Commission n'est pas encore obtenu, il devra intervenir dans les jours qui viennent, mais notre position est exactement la position que tu as défendue, et je pense pouvoir dire que nous devrions obtenir gain de cause. Tout comme d'ailleurs la situation sur les suppressions de droits de plantation. Les mesures qui avaient été adoptées ont quelques éléments positifs, bon, mais elle a un élément positif parce que elle a une capacité de meilleure équité, de meilleure répartition, mais en même temps elle peut créer sur les petites exploitations des disparités importantes. Donc on a adressé un courrier en avril dernier par 8 autres pays producteurs qui se sont maintenant élargis à 12. Voilà. Et donc sur ce sujet, je pense qu'on devrait obtenir, jusqu'en 2015, vous le savez, c'est sécurisé, on devrait obtenir qu'au-delà de 2015, on maintienne les mêmes droits et qu'on proroge la situation. Je me permettrai de vous adresser deux lettres sur ces problèmes qui sont très spécifiques pour qu'on soit bien clair sur les sujets viticulture. Le partenariat oriental, pardon ? Il y a un voisin qui demande à être aussi... qui reçoivent la lettre aussi. Tous les viticulteurs recevront quelque chose. Le partenariat oriental, on en a parlé. Le PEAD, non, j'ai pas de... J'ai des vignes, moi. À Paris... Oui. La vigne de Montmartre, elle ressemble à la vigne d'Antibes, quoi, hein, je veux dire. Elle a une valeur symbolique. Le PAED, j'ai répondu. L'élargissement sur les Balkans, on en a parlé. Oui, pour la Croatie, donc le calendrier, vous savez qu'on est à la phase là plutôt finale, que la surveillance s'effectue jusqu'à la phase finale. C'est ça la spécificité nouvelle de la surveillance de l'entrée des pays dans l'Union européenne. Signature du traité d'adhésion le 19/12/2011 à 14h30. L'horaire est une boutade, mais la signature c'est le 19/12/2011 et l'adhésion est prévue en juillet 2013, mais on ne m'a pas mis le jour. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, la surveillance s'effectue jusqu'à l'adhésion. Sur le G20. Le G20, il y a deux préoccupations. La France le préside et donc l'impulsion française doit être forte. Le deuxième, il y a une réunion du Conseil et l'Union européenne doit parler de la même voix. Dans ce contexte, vous le savez, la France a voulu élargir de manière ambitieuse le programme du G20 à autre chose que les problématiques économiques et financières, et elle a élargi en particulier aux problématiques sociales. Sur
la réponse qui doit être européenne, elle doit être unie et crédible dans la période que nous traversons. Et donc, le BAL 3 se constitue et il doit éviter les problèmes qu'on rencontre ou qu'on pourrait rencontrer avec l'augmentation des fonds propres obligatoires de l'ensemble des banques. Je rappelle quand même que les banques françaises ont, dans le premier semestre 2011, augmenté leurs fonds propres de 10 milliards d'euros. C'est exactement le niveau d'exposition des banques françaises à la dette grecque. Généralement, quand je dis ça, on me dit oui, mais ce n'est pas le niveau d'exposition à la dette italienne, plus espagnole, plus française, plus portugaise. Voilà. Mais vous avez beaucoup aimé la crise financière des banques dans laquelle le gouvernement américain a décidé de ne pas porter secours à une banque qui était en défaut et qui a eu un phénomène de domino qui a atteint le monde entier. Je vous garantis le même plaisir si nous trouvions un manque de solidarité vis-à-vis de la Grèce. Après la Grèce, ce sera l'Italie, puis l'Espagne, et puis d'autres. Donc, Et donc, dans ce contexte-là, rappelons quand même à nos concitoyens que l'aide à la Grèce, c'est une obligation morale, mais en même temps, c'est notre intérêt économique. Donc, c'est un élément qu'on doit aussi rappeler. Sur la taxation des transactions financières, qui me paraît être un message très fort et très utile. Il est très fort parce que on ne taxe pas l'économie réelle. On taxe la spéculation, le transfert de capitaux. On ne taxe pas le citoyen par l'intermédiaire d'impôts nationaux. On le taxe sur une taxation qui est supranationale. Et sans faire de la morale, je trouve qu'il est quand même assez moral que ce soit les transactions financières qui viennent abonder les budgets dans une période où les crises sont des crises d'origine financière. Donc, j'espère que le G20 va aboutir à une position ferme et claire. Ferme et claire, ça veut dire, si les États-Unis ne le font pas, les Européens peuvent quand même le faire. Le bon impôt, c'est un impôt qui a une assiette large et un pourcentage faible. Si on dit que la taxation est à 0,005, ça ne changera pas les places financières. Et ça n'obligera pas Francfort à déménager. Par contre, et même si Londres décidait de ne pas rentrer dans cet objectif, ça permettrait aussi une certaine stabilité avec une certaine rentabilité. Le deuxième, j'ai entendu 2018 pour la mise en place de taxation de transactions financières, c'est une éternité pour des marchés financiers. C'est une éternité pour le message qu'on doit donner à la fois d'une Europe nouvelle, plus juste et plus efficace. Donc j'espère que le G20 va considérablement raccourcir ce calendrier, comme j'espère aussi que on ne va pas s'arrêter au Fonds européen de stabilité financière et qu'on va passer à un mécanisme de gouvernance économique européenne avec un mécanisme européen de stabilité qui est quand même beaucoup plus réactif, beaucoup plus puissant et qui puisse donc répliquer à la fébrilité que l'on rencontre. On ne va pas chaque fois qu'il y a une banque qui perd le triple A ou un pays qui passe de AA+ à AA réunir le couple franco-allemand. Et demander à l'ensemble des 27 pays ou des 17 pays de prendre des décisions. Donc, il faut, j'ose le mot, passer à une économie plus fédérale. Voilà. Sur les agences de notation, ma position, qui est personnelle, elle est que, elles n'ont pas suffisamment de critères objectifs pour avoir une fiabilité. Et quand vous avez des agences de notation qui dégradent la note des États-Unis parce que les Américains n'arrivent pas à faire entendre les démocrates avec les républicains, c'est un critère politique. Lorsqu'il y a plusieurs pages qui expliquent qu'on dégrade la note de l'Italie parce que le pilotage politique n'est pas satisfaisant, c'est une décision politique.
Et il y a un vrai danger à ce que les agences de notation pointent les politiques et expliquent au peuple que si on les met en difficulté, c'est à cause de leurs dirigeants. Les dirigeants, ils sont élus par les peuples. Et ce n'est pas les agences de notation qui notent les dirigeants. C'est les peuples qui les notent. Surtout qu'aux États-Unis ou en Italie, on est dans des démocraties. Et le deuxième élément, c'est qu'en dehors de cette manque d'objectivité, peut-être il faut revoir les critères sans jeter le bébé avec l'eau du bain et sans casser le thermomètre parce qu'il y a la fièvre, on pourrait se dire aussi qu'il manque un peu de transparence. Pas certain qu'il n'y ait pas des conflits d'intérêts lorsque ce sont les mêmes personnes qui dégradent une note et qui conseillent des marchés financiers. Donc dans cette situation-là, il faut qu'on trouve des situations dans lesquelles les agences de notation, elles sont utiles, mais elles doivent avoir ces deux critères, transparence et objectivité. Voilà. Elles ont donné de très bonnes notes. Attendez, on va pas... Qui ont failli. Oui. Maintenant, je vais vous demander, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent intervenir. Ils ont tellement peu prévu la crise économique qu'ils ont un peu tendance à se rattraper dans l'excès et de dire que tout le monde est en situation de danger pour pas qu'on leur reproche. Voilà, c'est comme la météo, quand elle dit il fait beau et qu'il pleut, le jour d'après ils vous disent qu'il va pleuvoir partout, comme ça s'il fait beau, ils disent oui, il y a eu une éclaircie. Je veux dire, pardon la comparaison qui n'est pas très pertinente. Sur le G20, rappelons que le G20 c'est le G20 et que la France a souhaité associer ceux qui n'étaient pas dans le G20. Et en particulier, à chaque conseil ministériel, la Pologne, qui a la présidence de l'Union pour les mois qui viennent encore, a été étroitement associée à toutes ces décisions. Il est important qu'on se trouve dans une situation dans laquelle, justement, le couple franco-allemand continue à fonctionner, mais la diffusion de l'information et la participation de tous aux décisions majeures soit obtenue. J'ai rien oublié. Vous avez répondu à toutes les questions. Non, Philippe. J'ai oublié. Répondu sur le montant de la contribution de la France. 18,5 milliards d'euros en 2011. Bien. Voilà. Je fais une autre remarque sur le budget européen, puisque Philippe m'interpelle sur ce sujet. Quand vous êtes député français et que vous votez votre budget, vous avez une ligne intouchable, c'est le budget européen. Non, on discute. Non, elle n'est pas négociable. Oui, oui. Alors, pardon, je reprends. Christophe a raison. Je reprends qui n'est pas négociable. Quand vous êtes député européen, heureusement que Françoise est partie. Quand vous êtes député européen, vous avez une garantie de recettes parce que c'est les États qui donnent leur contribution. Je pense que c'est une altération de la souveraineté du Parlement européen. Et je pense qu'il n'est pas normal qu'il y ait une ligne budgétaire non négociable sur le budget français et une ligne budgétaire obligatoire sur le budget européen. Si vous aviez un prélèvement européen, je n'ai pas dit un impôt européen, un prélèvement européen, taxation sur les transactions financières, qui viennent abonder le budget, ça donnerait au budget européen une dynamique qui l'empêcherait d'être dépendante des budgets nationaux, et ça permettrait aussi aux budgets nationaux d'être discutés démocratiquement par l'ensemble des députés européens. Donc, ça veut dire que réfléchissons quand même à l'idée que demain, peut-être, et l'avis que je donne est un avis très personnel, il vaudrait mieux asseoir les budgets européens sur des pourcentages ou des affectations de taxation à l'échelle européenne plutôt que de les mettre en situation de financement par les États. J'y vois un autre inconvénient. C'est que I want my money back, je l'entends à longueur de journée. Je veux qu'on ne touche pas à la politique de cohésion parce que je suis polonais. Je veux qu'on ne touche pas au chèque
anglais parce que je suis britannique. Je veux dire, c'est pas une dynamique, ça. Voilà. C'est un argument là-dessus qui est un peu plus européen. Voilà. Parce qu'il me semble que la PAC, elle est quand même partagée par la Pologne, par un certain nombre d'autres pays, et que c'est quand même un enjeu majeur. Et c'est une politique communautaire. Voilà. La politique de cohésion qui a été donnée sur la Grèce n'a pas permis au peuple grec de sortir de la situation dans laquelle il est. Donc, regardons nos budgets demain. C'est pas à vous que je dois le dire, c'est aux députés européens, plus dans l'efficacité, la croissance, l'emploi de demain, plutôt que de se trouver dans une solidarité qui ressemblait, comme je le disais au début de mon propos, à de la naïveté. On est rentré dans une période réaliste. On peut faire, à mon avis, mieux avec autant, et pas forcément avoir des députés européens qui disent « augmentez-moi le budget », un gouvernement français qui va dire, comme tous les autres gouvernements, c'est trop cher, je ne peux pas imposer une rigueur budgétaire nationale et un laxisme budgétaire européen, et des contributions qui sont des contributions nationales, ce qui fausse le débat. Je ferme cette parenthèse en disant que ce que je viens d'exprimer est un avis personnel. Voilà, hein, c'est-à-dire que, mais que je livre à votre sagacité. Voilà. Bien, alors, je vais essayer de demander un exercice à l'européenne, c'est-à-dire des questions brèves, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, Christophe Carache. Oui, je voudrais tout d'abord faire comme mes collègues, je voudrais saluer le 5e ministre des Affaires européennes en 5 ans et lui souhaiter évidemment tous nos voeux de réussite. Et de longévité, difficile de s'engager. Bon, mais que Jean ne prenne pas ça pour une critique personnelle, d'autant plus que les ministres qui sont succédés étaient tous de grande qualité, et donc ce n'est pas cela qui est en cause. Sur la crise, moi je partage tout à fait votre analyse par rapport à la Grèce. Je pense qu'il faut que l'Europe essaye de surmonter cette crise. Je pense qu'elle en a les moyens. Le problème, c'est que, et je pense que c'est ça qui fondamentalement est à l'origine de la crise, c'est qu'il y a encore, y compris après l'accord du 21 juillet, beaucoup d'incertitudes sur la réponse européenne, sur son ampleur, sur sa détermination, et que ce doute, il est malheureusement, je pense, à l'origine des interrogations qui effectivement agitent les marchés, mais jusqu'à présent, c'est quand même les marchés qui prêtent aux États. Et tant que ces incertitudes et ces doutes ne seront pas levés, je crains que la situation ne se dégrade. Incertitude sur le montant de l'aide, qui reste posée. Il y a encore toute une série de discussions, savoir sur le fonds de solidarité, de stabilité, s'il est suffisant ou pas. Incertitude sur la question de savoir si c'est le fonds de stabilité ou s'il faut anticiper avec le mécanisme européen de crise. Incertitude sur la participation des banques, sur leur solvabilité. Bref, il suffit, quand on est un observateur extérieur, de lire le journal tous les jours et de constater que il y a encore beaucoup d'incertitudes, d'interrogations sur la réponse européenne. Et je pense que c'est ça fondamentalement le problème. Alors vous nous dites le couple franco-allemand est légitime, etc. Oui, sauf que du côté de l'Allemagne, on a quand même un pays qui est empêtré dans des considérations d'abord juridiques. Toute l'Europe se pose des questions sur les arrêts rendus par la Cour de Karlsruhe, parce qu'évidemment personne ne les comprend. Et donc on est là, suspendu à 10 juges, il doit être une dizaine, pas plus, qui régulièrement rendent des oracles et sur lequel toute l'Europe se pose des questions. Moi, je suis frappé de voir, je voyais un économiste qui me disait je vais me procurer l'arrêt de la Cour de Karlsruhe, mais partout en Europe, c'est ça. C'est quand même insensé. Donc,
il y a cette espèce de juridisme. D'ailleurs, je pense que ceux qui veulent réformer le Conseil constitutionnel doivent y réfléchir, parce qu'on voit quand même là une difficulté majeure. Allemagne aussi empêtrée dans des difficultés politiques, avec une majorité qui hésite entre, d'un côté, ceux qui veulent un fédéralisme assumé et une solidarité assumée, et puis ceux qui n'en veulent pas. Bon. La France, elle a aussi ses propres difficultés. Je termine. La France, elle a ses propres difficultés, qui sont essentiellement des difficultés économiques, avec un affaiblissement aussi économique. Donc, moi, je considère que les propositions de Barroso sont pas irrecevables. Parce que je pense que dans cette circonstance, il y a en partie un échec, en tous les cas, pour le moment, on verra, un échec de la méthode intergouvernementale. Et je pense que la sortie de la crise, elle passe par le renforcement des institutions communautaires. Et je note d'ailleurs que lorsque ces institutions communautaires, lorsque la Commission était forte, alors évidemment, ça dépend des personnalités, on n'a pas toujours un Jacques Delors sous la main, mais lorsque la Commission était forte, eh bien, elle a su surmonter un certain nombre de crises, elle a permis à l'Europe d'avancer. Donc je crois qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus, et encore une fois, je crois que je suis pour plus d'intégration comme vous, mais moi je suis pour plus d'intégration qui passe par plus de compétences pour les institutions communautaires. Oui, merci Président. Tout d'abord, je suis content, j'ai obtenu la 3e lettre pour les droits de plantation et j'y tiens. Une chose très rapidement en ce qui concerne toujours la viticulture, c'est parce qu'on est toujours renvoyé, le ministère, même le ministre de l'Agriculture française renvoie à l'Europe sur une maladie extrêmement grave de la vigne, du cep, qui s'appelle l'ESCA. Et toujours on nous dit l'Europe va faire des recherches, enfin fait des recherches. Donc je tiens à avoir une réponse sur ce sujet, Monsieur le Ministre, si cela était possible. Ensuite, dire qu'avec Christophe Carrèche hier et avec le sommet de la hiérarchie de cette commission, pour remplacer, si c'était possible, le président Lequillet, nous étions à la COSAC. C'est un organisme que j'ai découvert pour ma part et dont je dis qu'au régime de la méthode, on doit pouvoir l'exploiter beaucoup parce qu'il est un moment important que les parlementaires aient leurs sentiments sur la gouvernance européenne et que les conclusions, la contribution de la 46e COSAC que nous avons entre les mains maintenant et en français, puisque tout cela a été très bien organisé par la Pologne qui assure la présidence, mettent à disposition des réflexions des parlementaires de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, témoigner de l'intérêt de cette COSAC pour y trouver des éléments de réponse. Une intervention sur les transports en Europe, car bien sûr, on parle beaucoup d'agriculture. C'est contenu d'ailleurs dans cette contribution que nous avons ramenée hier. Mais les transports en Europe et le ministre, votre alter ego polonais, a fait un discours, je parle sous contrôle des 3 personnes qui étaient avec moi, a fait un discours tout à fait pertinent, remarquable, et qu'il a, entre autres, je m'appuie là-dessus à titre personnel, qu'il a, entre autres, mis en exergue le problème des transports en Europe, avec des sommes assez considérables, en milliards d'euros, 200 milliards d'euros, je crois, et que, y compris dans cette salle, le commissaire européen français Michel Barnier nous affirme, et il a raison, que pour réussir une économie en Europe, eh bien, rien ne pourra remplacer des transports cohérents, pertinents, et qu'il s'agisse des personnes ou des biens circulant sur l'Union européenne. Bon, pour le reste, pour gagner du temps, je cède mon temps de parole à d'autres. Beaucoup. Jérôme Lambert. Bon, je vais aller vite, évidemment. Simplement quand même pour rappeler, pas pour rappeler, mais qu'il y a beaucoup de questions que j'aurais bien évidemment aimé poser. Donc je les liste. Schengen, je remercie, il y a eu des réponses. Droit de plantation, négociations climatiques, ok. Maintenant, 2 choses. Je le dis pour que tu vois bien que tout le monde est. Il n'y a pas que 2, 3, 4 d'entre nous qui sont. On est tous. Voilà. Oui.
couper. Simplement, si la réponse dans une commission, elle est forcément raccourcie et synthétique, il y a quelquefois des éléments techniques. Si vous voulez une réponse plus technique, voilà, on est à votre disposition pour le faire. Non, mais je critique pas les réponses que tu as pu faire. Je voulais simplement m'associer au fait que c'est une préoccupation très largement, des préoccupations très largement partagées. Deux sujets qui n'ont pas été encore complètement, enfin, un non, l'autre oui, mais pas complètement évoqués. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut franchir une étape quant à la gouvernance économique et au-delà même de notre Union, compte tenu de la situation dans laquelle nous a entraîné les institutions et la situation économique et monétaire globale, mais nos institutions aussi, qui ne sont pas tout à fait capables de répondre précisément aux attentes. D'ailleurs, j'avais à plusieurs reprises dans cette salle en particulier, et encore récemment, je faisais partie de ceux qui disaient que le traité actuel, ce qui est ce qu'il est, mais devait être sans doute révisé ou amendé ou amélioré. Voilà. Ce à quoi on m'a dit que c'était bien compliqué. Mais il se trouve que M. Van Rompuy, d'après les informations que nous avons pu connaître, a fait état justement dans une conférence de presse à la mi-septembre d'une perspective de convocation d'une nouvelle conférence intergouvernementale. Je pense que je n'ai pas inventé, parce que c'était dans la presse. Et comment le gouvernement, alors donc dans la perspective de faire évoluer les choses, ce qu'on me disait que c'était vraiment impossible et compliqué. Mais Van Rompuy l'ayant évoqué, comment le gouvernement français envisage-t-il une telle perspective? Ça, c'est la première question. Deuxième question, là, il n'a pas du tout été question de ça pour l'instant, tu l'as dit, mais personne ne l'a repris, sur la loyauté des marchés commerciaux et l'idée de réciprocité. Il se trouve que nous sommes à la veille, j'ai plus exactement les dates en tête, mais je crois que c'est en novembre ou fin octobre, nous sommes à la veille d'un sommet Union européenne-Chine. Au cours de laquelle, alors je demande, est-ce qu'au cours de ce sommet, est-ce que ces questions-là sont à l'ordre du jour? Et est-ce que la France entend que l'Union européenne, c'est pas un sommet France-Chine, mais c'est un sommet Union européenne-Chine, mais est-ce que la France entend que l'Union européenne discute avec nos partenaires chinois précisément de la question que tu as toi-même mise en avant? Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je reviens en quelques mots sur le plan d'aide à la Grèce dont vous avez déjà parlé. Mais la situation grecque inquiète beaucoup nos concitoyens qui s'interrogent bien sûr sur l'évolution de sa crise et surtout sur ses conséquences sur le reste de l'Europe avec l'effet domino dont vous avez parlé. Or, me semble-t-il, le FMI vient d'annoncer que le second plan d'aide à la Grèce devrait être renégocié. Et dans cette perspective, quelle serait tout simplement la position de la France? Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, deux questions. Une question sur l'harmonisation de l'IS, l'impôt sur les sociétés, et une question sur les transactions financières. Sur la première, la forme et le fond. Sur la forme, comment les travaux sur la proposition de directive relative à l'harmonisation, comment ces travaux avancent-ils? On sait qu'il y a des oppositions de la part de certains pays, je pense en particulier à l'Irlande. Donc faut-il envisager l'hypothèse d'une coopération renforcée? Et si oui, sait-on si le nombre minimum de 9 États membres pourra être atteint? Sur le fond, maintenant, est-ce qu'il y a une convergence? Est-ce qu'on s'oriente vers une convergence franco-allemande telle que le souhaite la France? S'agissant des transactions financières, la taxe a été présentée par la Commission européenne récemment. C'était d'ailleurs une demande franco-allemande, on peut le dire de cette manière-là. Peut-on avoir des informations sur la présentation? Je pense en particulier à l'assiette, au taux et peut-être aux membres qui pourraient y être opposés. Merci. Merci. Monique Boulestin, c'est fait. Marietta Caramanli. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je ne vais pas revenir sur les questions qui ont été posées et pour lesquelles, en partie, vous avez répondu, Monsieur le Ministre, et je vous remercie. C'est une question sur le paquet des 6, ou la réforme du pacte de stabilité.
On voit que dans cette réforme, enfin la réforme transpose un peu sur le volet préventif du pacte une logique d'objectifs chiffrés. Et cette logique, d'ailleurs, qui n'a pas marché dans le pacte comme il a existé auparavant. Et à plusieurs reprises, même la France et les autorités françaises avaient exprimé, ils avaient demandé une application intelligente, je cite, et dynamique du pacte. Alors, dans ces conditions, cette transposition vous semble-t-il avoir un sens aujourd'hui ? Donc, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est on voit qu'il n'y a rien n'est dit sur la façon dont l'Union compte suivre et contrôler les mouvements de crédit. Et rien n'est prévu pour lutter contre les bulles financières sur lesquelles les banques ont spéculé. J'aimerais bien aimé avoir, au-delà de la position de la France, aussi votre sentiment. Est-ce que vous en pensez, comme vous avez pu nous le faire partager tout à l'heure sur d'autres sujets. Sur la question du PEAD que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez répondu. On voit que si le programme est financé par le Fonds social européen, il semble quand même juste de compenser ce dernier pour qu'on n'enlève pas aux pauvres, qu'on n'évite pas de prendre finalement aux pauvres pour financer l'aide aux pauvres. Ça, c'est important. Et sur la taxe de transaction, j'arrive du Conseil de l'Europe, sur lequel ce matin on a présenté un avis auprès du secrétaire général de l'OCDE, dont il a été question d'une taxe mondiale sur les transactions financières. Bien sûr, ce n'est qu'un vœu pieux et que ça relève des États pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Mais ce serait bien de voir comment on peut pousser vers ce sens-là. Merci. Oui, ce sera très rapide puisque Marietta vient d'évoquer quasiment la question. Mais une précision sur les réponses qu'a apporté le ministre sur la pérennisation du dispositif du PEAD. Parce qu'en fait, il y a deux enjeux temporels. Il y a l'avenir à long terme du dispositif, c'est-à-dire le 2014-2020. Là, il y a une proposition de la Commission qui dit on met 2,5 milliards d'euros sur la politique allouée sur les fonds de cohésion sociale. Donc effectivement, est-ce que ça se fait au détriment d'autres programmes de cohésion sociale ou est-ce que c'est vraiment sanctuarisé? Ça, c'est important. Et puis, il y a l'urgence, c'est-à-dire 2012 et 2012-2013, sur lequel on bloque actuellement, puisque la Commission avait proposé dès 2008 un nouveau cadre réglementaire, une proposition législative qui est bloquée au Conseil, mais que dès maintenant, la Commission a écrit aux autorités nationales pour leur dire commencer à prévoir quand même les sources d'approvisionnement alternatives par rapport au PEAD dès 2012. Donc là, on est en octobre. Est-ce que vous pensez que la situation peut vraiment se débloquer? Et alors, quelle serait la solution réglementaire trouvée pour 2012 et 2013, avant 2014? Je vais commencer. Pardon si les réponses sont un peu courtes compte tenu du temps qui s'écoule. Pour PEAD, il y a une solution qui est encore plus, sécurisée. C'est que, effectivement, 2014-2020, il n'est pas question de toucher au volume du fonds social. Pour autant, dès l'instant où il va augmenter, on peut toujours envisager qu'on l'inclue à l'intérieur. Il posera quand même toujours un problème, compte tenu du fait que les pays ont une énorme hétérogénéité dans l'affectation de la responsabilité de la partie de leur pays qui s'occupe de ça. Il y a des endroits où c'est très caritatif avec des associations qui sont financées. Il y a des endroits où au contraire c'est très organisé. Il y a des endroits où c'est très décentralisé. Il y a des endroits où c'est centralisé. Donc la proposition du Fonds social européen n'est évidemment pas aux dépens des autres, mais il y a une solution qui est encore plus tranquillisante, c'est de dire qu'on pourrait éventuellement demander aux budgets nationaux de faire l'avance de la situation financière en attente d'avoir résolu le problème. Ce n'est pas une bonne solution, parce qu'elle pose évidemment à ce moment-là l'effacement de l'Europe, qui après, lorsque la situation serait pérenne, poserait aurait un précédent qui ferait qu'on n'y reviendrait plus jamais. Donc nous continuons à nous battre pour que sur la double base juridique, la PAC
et un article du traité qui nous permet d'avoir une autre ligne financière, on obtient toujours les 500 millions d'euros. 2011, vous le savez, c'est fait. 2012, je ne désespère pas que, pour le dire élégamment, les Tchèques et les Allemands nous laissent faire pour cette période intermédiaire, et ensuite qu'on le retrouve dans un autre budget avec une augmentation du budget conséquent et non au détriment de la PEAD. Sur les banques. Les banques posées à différents endroits. D'abord, est-ce que le Fonds européen de stabilité est suffisant? Je vous le répète, je veux dire, on est dans un FMI qui est à peine le double du FME. Si vous mettez et si les États-Unis ne remboursent pas leurs dettes, voilà. Vous verrez vite que on peut toujours trouver des solutions, des situations dans lesquelles on dira c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on en a utilisé 10%, malgré des aides qui ont quand même été conséquentes sur l'Irlande, le Portugal ou la Grèce. Donc, je continue à penser que ça serait un mauvais coup et un mauvais signal, un mauvais coup pour l'Europe, un mauvais signal pour les marchés, que de leur dire on va mettre en 450, ça suffit pas, on va en mettre 1000. Et s'ils en mettent 1000, c'est bien parce qu'ils auront besoin de 2000. Et demain, il y aura quelqu'un qui dira mais vous avez remarqué qu'avec 1000, vous couvrez même pas la dette de l'Italie. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut trouver des situations adaptées et raisonnables. Ce qui est plus intéressant, c'est la méthode préventive, l'achat sur les marchés secondaires, le fait de pouvoir recapitaliser une banque, venir au secours d'une banque qui a un problème de liquidité, plutôt que de se trouver dans des situations dans lesquelles on essaie de mettre le montant de toutes les dettes de la zone euro, je n'ai pas le calcul, mais ça fait quand même plusieurs milliers de milliards, qu'on n'aura de toute façon pas, et dont ce n'est pas utile d'avoir ce type de réserve. Sur les banques, oui, Bâle 3, c'est 2013. Le stress des banques en Lehman Brothers, c'est 60 milliards d'euros. La France prend la position de recapitaliser. Ils épongent les 60 milliards d'euros en l'espace de petites années et ils remboursent 2,8 milliards d'euros supplémentaires à l'État. En 6 mois, ça peut irriter même ce que je dis, mais ça peut aussi rassurer. En 6 mois, les banques augmentent leurs fonds propres de 10 milliards d'euros, qui est exactement la somme d'exposition à la Grèce. Donc, là aussi, je veux dire que quand on aura un Bâle 3 qui n'est pas encore totalement assumé, les banques françaises qui ont subi le stress test avec succès, mais on me dit oui, mais 2% de récession pendant 2 ans, c'est pas assez, etc. Mais n'empêche que il semble quand même qu'on ait quand même un système sécurisé, qu'il faille après revoir le modèle des banques sur le plan international et pas alors là sur le plan européen. C'est un des sujets de la gouvernance économique et financière du G20. Et effectivement, il faut parler à la Chine. Et quand l'Union européenne, je ne sais plus qui m'a posé la question, oui, c'est M. Lambert, oui. Quand l'Union européenne parle à la Chine, oui, elle va parler de réciprocité. Ça veut dire qu'on n'a pas l'intention de faire un système de barrière douanière, on n'a pas l'intention de faire du protectionnisme, mais l'exemple de l'autoroute chinoise ou l'exemple des pneus qui sont... Vous avez 12% des pneus qui roulent dans l'Union européenne qui ne sont pas conformes aux normes européennes et qui sont importés. Est-ce que c'est normal? 2000 milliards en 20 ans en déficit de balance commerciale de la zone euro. Ça veut quand même dire qu'à un moment donné, on doit sortir de la naïveté, pas faire du protectionnisme, mais en même temps expliquer à nos amis britanniques ou hollandais qu'il y a un moment où quand même la loi, où on s'impose des règles strictes et où on ne les impose pas aux autres, qui eux se permettent de pénétrer le marché alors que nous ne pouvons pas pénétrer leur marché, ça va même au-delà de la réciprocité que je viens d'exposer.
Ça va sur la loyauté des échanges commerciaux. On interdit, au nom de la règle de la concurrence, on interdit au pays de venir abonder financièrement une entreprise. Mais vous savez comment est financée une entreprise chinoise qui vient à l'intérieur de la zone euro ou de la zone européenne? Avec Jacques Miard, on a fait un rapport sur la politique industrielle où tout ça est bien expliqué. Voilà. Donc, l'Europe continue à subventionner la Chine au type du développement, quand même. c'est un autre débat. Mais en tout cas, moi, je suis libéral au sens qu'il me semble que les pays doivent pouvoir se développer, mais que les mêmes règles doivent être attribuées à l'ensemble du marché. Et avoir un marché de 500 millions de personnes, un marché intérieur comme l'élabore Michel Barnier, c'est une excellente chose, à condition que ensuite ces règles-là s'imposent au moins à ceux qui viennent à l'extérieur et qui viennent proposer et concurrencer les marchés intérieurs. Je suis parti dans le désordre. J'ai cru comprendre simplement que M. Lambert considérait que lorsqu'on avait une personnalité comme Jacques Delors à la tête de la Commission, non, c'est Carrèche, voilà, pardon, c'était plus simple. Je ne peux qu'approuver. Voilà. Sur la France, l'Allemagne, la volonté de convergence, c'est oui. Ça veut dire que vous ne ferez pas accepter au peuple allemand des sacrifices et des solidarités vis-à-vis de peuples qui n'auront pas fait les mêmes sacrifices qu'eux. Et je le dis très clairement, ça n'a rien à voir avec la comparaison incomparable en termes de la durée de cotisation des retraites en Allemagne et en France, qui n'est pas sur les mêmes bases, qui n'est pas sur les mêmes choses. Mais la convergence franco-allemande sur le plan fiscal et social, c'est une obligation. Ça ne veut pas dire, je le répète, et personne dans le gouvernement, et pas le Premier ministre, ont dit qu'on allait partir à la retraite en France à 67 ans. Mais regardons bien qu'à un moment donné, les peuples regarderont, dans une situation de crise, les efforts qui sont consentis par les peuples qu'ils aident. Qu'ils aident, E-N-T. Ça me paraît extrêmement logique. Et si vous n'avez pas entendu autour de vous des gens qui disent pourquoi on aide la Grèce alors qu'ils n'ont pas fait d'efforts, c'est que vous n'avez pas rencontré beaucoup de gens. Parce que c'est le réflexe normal. Et il faut expliquer que le peuple grec, il n'y est pas pour grand-chose, que la dette souveraine, elle est là, et qu'aujourd'hui, on a obligation de solidarité et de discipline. Voilà. Sur Karlsruhe, oui, Christophe Carrèche disait Karlsruhe, on est pendu, etc. L'excès de juridisme, l'excès, je ne dis pas de démocratie, de juridisme peut à un moment donné poser un problème, mais c'est leur juridiction, donc ils vont vérifier si c'est conforme à leur constitution. C'est un peu irritant pour les Français, mais ce n'est pas anormal pour les Allemands. Et regarde bien leurs résultats de Karlsruhe, c'est très pro-européen. Donc, voilà. Hein. Non, dans la dernière décision, c'est plus compliqué que ça. Si, c'est quand même une. Voilà. C'était quand même une très bonne surprise. Sur les transports, sur l'institution, les traités amendés, pitié, non. pas renégocier le traité, non. Oui, mais enfin, Van Rompuy, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un homme de grande qualité, mais est-ce qu'on va se payer 3 ans ou 4 ans pour renégocier un traité qu'on va soumettre à la volonté du peuple français dans une situation de crise aggravée et dans lequel il va nous dire comment faire un gouvernement économique avec les institutions actuelles? On peut. Je pense qu'on peut, et que c'est le travail qu'il faut effectuer. On a un outil. Cet outil, il n'est pas si mauvais que ça. Il permet d'avancer à plusieurs sans avoir la règle de l'unanimité qui bloque. Il permet de donner plus de pouvoir au Parlement. Il permet d'avoir une adaptation. Le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, c'est conforme au traité. Donc mettons ça en place. Et je suis sûr que si on met ça en place, peut-être et allons convaincre
le peuple français, allemand, que ce que nous faisons, ce n'est pas parce que les technocrates de Bruxelles, comme on le dit souvent, nous l'imposent, mais parce que c'est l'intérêt des peuples, et que c'est la solidarité des peuples, et que l'Europe, c'est aussi une solidarité qui protège, mais en même temps un espoir et une croissance qui projette dans l'avenir. Sur la taxe de transaction financière, ça ira au G20. Depuis l'idée que ça devait rentrer en 2018, certains ont émis l'idée que ça rentrait en vigueur en 2014. Ça me paraît être quand même la moindre des choses. Sur, oui, la réunion des parlements, COSAC, oui. Le pouvoir du Parlement a été renforcé par le traité de Lisbonne, je venais de le dire. Respect du principe de subsidiarité, bien sûr, qui est conforme, qui va être vérifié par la Cour de justice européenne. Et sur la perspective sur la conférence sur les perspectives financières, c'est un bon exemple où tous les parlements sont organisés par la présidence polonaise. Et je pense aussi que le mixage des parlementaires nationaux et des parlementaires européens est indispensable. Si on veut faire évoluer l'Europe, il faudra que ça ne se fasse pas en dehors des parlements nationaux qui verraient mal qu'on vienne rogner un certain nombre de prérogatives, alors qu'aujourd'hui, je le rappelle, ils auront l'impression qu'on leur vole une prérogative économique et budgétaire, mais aujourd'hui, on leur impose un budget qu'ils ne négocient pas. À quoi j'ai pas répondu? L'impôt sur les sociétés, l'ACCIS. Alors, l'impôt sur les sociétés, oui, c'est une proposition de la Commission qui a été adoptée. Ça rentre dans l'acte pour le marché unique que prépare Michel Barnier. On n'est pas encore dans une situation de coopération renforcée, mais effectivement, il faut que, pardon de le dire, que l'impôt sur les sociétés franco-allemand trouve les mécanismes en bilatéral pour donner l'exemple et faire un effet d'entraînement. Ce n'est pas un problème hégémonique. La France et l'Allemagne ont le droit de discuter ensemble pour savoir s'ils veulent avoir le même impôt sur les sociétés. Et quand on évoque ce problème, on voit bien que les disparités qu'il y a, par exemple, sur l'Irlande, je peux être à 12, combien 12,4 l'Irlande 12,5. 12,5, la France, elle est à 34. Voilà. Est-ce que là aussi, les Français, je le dis brutalement parce que c'est comme ça qu'on l'entend, est-ce que les Français acceptent d'avoir un impôt sur les sociétés à 34 et en même temps d'aller aider l'Irlande qui a un impôt sur les sociétés à 12 Il y a un moment où il faudra quand même accepter d'harmoniser. Si on veut la solidarité, il faut une harmonisation. Elle est la base de la solidarité. Donc je pense que l'initiative franco-allemande du président de la République et d'Angela Merkel me paraît très important parce qu'elle va créer un précédent, une possibilité. J'espère que les parlements l'accepteront. Ça veut pas convergence, ça ne veut pas dire similitude. Ça veut dire que on n'est pas loin l'un de l'autre. Voilà. On ne va pas imposer la même TVA à tout le monde, etc., etc. Je voudrais terminer en répondant à Christophe Carrège. J'ai noté que finalement il disait que la France était faible économiquement et que l'Allemagne était faible politiquement. Ce qui veut dire que la France est forte politiquement, ce qui est quand même un élément positif. Voilà. J'ai rencontré avant la rencontre, avant la décision du Bundestag, j'ai rencontré tout le Parlement allemand. J'ai rencontré toutes les tendances. J'ai été frappé par la première idée en arrivant, c'est de dire peut-être ils ne vont pas le voter, parce que je vous disais ça dans les journaux français. J'ai compris immédiatement que ça allait être voté de manière très majoritaire. Et j'ai compris très clairement que les socialistes allemands allaient le voter avec enthousiasme. Donc, quand on pousse un peu plus loin en considération, l'inquiétude de la part de la chancelière était qu'elle ait une majorité indépendante sans avoir recours à son opposition, ce qui est bien légitime dans un système politique. Mais ça veut bien dire aussi que
dans cette période-là, dans cette période d'attente, la chancelière allemande a moins de latitude. Parce que si elle n'avait pas eu sa majorité, elle se serait trouvée considérablement affaiblie sur le plan politique. Et ça veut dire que le couple franco-allemand, quand il y en a un qui est fort et qui a sa majorité et son opposition, mais qui sait qu'il peut compter sur sa majorité, et qu'il avance avec un système qui est moins complexe que le système des coalitions allemandes, et qu'en face, il y a une chancelière qui se trouve devant une difficulté, qui ne sait même pas si elle va avoir sa majorité et donc la pérennité de son action publique, eh bien, il y a une disparité et donc un silence. Et ce silence, il est fini. Parce que, ayant eu sa majorité et la majorité, la preuve, c'est que dimanche, le président de la République rencontre à nouveau Angela Merkel, non pas pour prendre une décision, mais parce que la pérennité du dialogue est instituée. Donc, effectivement, on n'a pas les mêmes constitutions, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, mais c'est des démocraties tout ça. C'est eux qui l'ont décidé. On ne va pas leur expliquer comment ils doivent gérer leur constitution ou pas. Sur les transports, oui, sujet majeur, parce que les transports, c'est l'économie, c'est le marché intérieur. Donc il faut absolument parvenir à une intégration. Il y a beaucoup de fragmentation, il y a des questions sur les transports régionaux, il y a des questions sur les organisations générales des transports, en particulier ferroviaires. Si je me rappelle bien, Nathalie Kosciusko-Morizet a fait une réunion sur l'ensemble des transports en réfléchissant sur ce sujet. La Commission y travaille. Oui. Oui, mais elle s'intégrait aussi dans les possibilités transfrontalières. Donc il faut qu'on travaille sur ce sujet, parce que s'il y a un réseau ferroviaire qui est très performant, ben on aura forcément des échanges qui seront meilleurs et une capacité de déplacement de nos marchandises qui, à l'intérieur du marché unique, donnera une croissance et une dynamique plus forte. Je conclus, si le Président le permet. À la fois, ce qui est très désagréable en politique, c'est quand on vous dit que vous n'avez pas le choix. Mais en fait, on a le choix. On n'a pas le choix de s'arrêter de regarder le statu quo, parce que ça, c'est mortifère. On n'a pas le droit de retourner en arrière, parce que l'histoire rétropédale jamais. Par contre, on a le choix entre franchir une étape décisive ou régler simplement les problèmes du moment. La perspective qu'a donnée le président de la République, c'est de franchir une étape décisive. On ne peut pas faire le Fonds européen de stabilité financière et dire ça va régler le problème. Ça va régler une partie des problèmes. Ça ne va pas régler tous les problèmes. Et donc aujourd'hui, il y a un monde qui bascule autour d'un modèle. Ce modèle, il est forcément différent de ce qu'il était antérieurement. Et l'interdépendance n'a jamais été aussi forte. Les États-Unis sont dépendants de l'Europe, l'Europe est dépendante des États-Unis. Lorsque je rencontre mon homologue anglais qui me parle de l'euro pendant 2 heures, je lui dis pourquoi tu me parles de l'euro, il me dit parce qu'on est dépendant de l'euro. Et de toute évidence, la Chine, qui a beaucoup financé, elle est aussi un créancier dépendant de le remboursement de la dette et des investissements qu'elle a fait. Donc peut-être que ces éléments-là vont apporter un peu de sagesse pour le G20, une autre idée de l'Europe et un autre financement de l'Europe et une autre idée du renforcement et de l'intégration, au moins de la zone euro, et peut-être des perspectives que nous n'avons pas aujourd'hui et que provoque la crise. Je ne sais pas qui disait tout à l'heure, la crise c'est un handicap, mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité pour passer ces étapes. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ce débat n'est plus un débat de technocrates bruxellois comme on l'entendait dans les cafés avant. Nos concitoyens aujourd'hui ont bien compris que c'est un enjeu majeur pour la France, pour leur vie au quotidien et pour l'idée qu'ils se font de la démocratie, des échanges, du social et du financement de notre économie. Donc il n'y aura pas 10 opportunités comme ça. Donc peut-être il faut la saisir tout en gardant nos différences et dans une période éminemment électorale, mais en ayant bien à l'esprit, au cœur, que c'est
l'intérêt de notre pays, mais c'est même un peu plus que ça, c'est l'intérêt de notre façon de voir, de notre façon de vivre la démocratie, la liberté, la citoyenneté, et peut-être de la faire partager aux autres. Merci.